Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée. Pour le moment, les participants sont uniquement en mode écoute. Pour ceux qui sont au téléphone et qui ont besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Quant aux participants sur l'Internet qui ont besoin d'aide, veuillez vous servir de la fonction de clavardage affichée à votre écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Christine Quinn, directrice des initiatives stratégiques à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Christine Quinn, bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Perspective de parties prenantes, l'intelligence artificielle dans les soins de santé, un potentiel exploité. Je suis Christine Quinn et je suis directrice des initiatives stratégiques à la FCISS. Et vous le savez peut-être, la FCISS s'est récemment fusionnée avec l'Institut canadien pour la sécurité des patients, l'ICSP, afin de garantir des soins plus sûrs, de meilleure qualité et mieux coordonnés. Nous sommes impatients de vous présenter notre nouvelle organisation dans les mois à venir. Je vous joins depuis mon bureau à domicile à Peterborough, en Ontario, et je souhaite reconnaître que je travaille sur le territoire ancestral des Mississauga Anishinaabeg. Je remercie les populations autochtones de nous accueillir et de nous aider à apprendre aujourd'hui. Nous avons des participants d'un océan à l'autre qui se joignent à nous. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous d'où vous êtes. Quelques questions d'ordre administratif. Tout d'abord, nous sommes heureux de vous offrir ce webinaire en anglais et en français grâce à un service d'interprétation simultanée. Pour écouter l'audio dans la langue de votre choix, veuillez suivre les directives dans la boîte de dialogue où on vous indique quelle est la marche à suivre. Deuxièmement, nous vous encourageons à vous servir de cette boîte de dialogue pour poser des questions et partager vos réactions au fil de ce webinaire. Enfin, nous voulons que vous vous serviez de mots-clics aussi. Partagez vos réflexions, vos expériences, les ressources pertinentes par rapport au sujet d'aujourd'hui grâce aux mots-clics AI-Driven Health. Alors, nous avons un webinaire riche en informations pour vous aujourd'hui. Nous avons toutes sortes de collègues dans les coulisses qui travaillent très fort pour organiser vos questions et pour veiller à ce qu'on ait le temps de les poser à notre panel. Cependant, si nous manquons de temps, ne craignez rien. Nous aurons un résumé à partager de cette conversation et nous répondrons à vos questions toujours en suspens après ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par définir l'IA et présenter son rôle en tant qu'outil diagnostique, de traitement et de prévention. Ensuite, nous entendrons diverses perspectives de diverses parties prenantes et enfin, nous espérons pouvoir découvrir le potentiel de l'IA ainsi que les facteurs favorables à son adoption. Alors, comme je disais, nous avons des invités formidables et nous allons entendre bien des voix. Nos panélistes aujourd'hui comprennent des leaders du système de santé, des patients partenaires, prestataires et chercheurs de partout au Canada. Je suis vraiment ravie de vous présenter notre animatrice pour le panel, la Dr. Alexandra Greenhill, qui est l'une des principales médecins du Canada en matière d'innovation et de santé numérique. Elle a reçu le prix pour l'innovation de l'Association médicale canadienne. Elle préside le conseil d'administration Physician Innovators Canada et Global. Elle est actuellement responsable de Care Team Technologies, une plateforme de collaboration de soins virtuels de la prochaine génération. Bienvenue, Dr. Greenhill. Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous. Je vous présente ensuite certains des membres du panel. D'abord, je vous présente Annette McKinnon. Annette est patiente partenaire. Elle est atteinte d'une maladie chronique et elle partagera son expérience afin que la voix du patient soit prise en compte dans les décisions relatives aux soins de santé. Elle est partenaire de plusieurs équipes de recherche et elle est membre fondatrice du réseau des patients ressources, qui est une communauté pratique pour les patients et les proches aidants. Bienvenue, Annette. Et nous sommes accompagnés aussi du Dr. Reza Forghani, qui est radiologue diagnostique et clinicien chercheur reconnu dans son domaine. Il est actuellement directeur du laboratoire de santé à l'Institut de recherche du CUSUM.
Et j'aimerais également vous présenter Mary Akenhusen. Elle a été PDG de Vancouver Coastal Health de 2014 à cette année et elle occupe actuellement le poste de cadre supérieur en résidence et responsable de la division des partenariats et de l'innovation au ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. Bienvenue, Mary. Ensuite, Tracy Risling. Tracy Risling est infirmière autorisée et actuellement doyenne associée par intérim de la recherche et des études supérieures au Collège des sciences infirmières de l'Université de la Saskatchewan. Elle est présidente élue de l'Association canadienne d'informatique infirmière. Elle a contribué à l'autonomisation et à la mobilisation des patients et elle plaide pour un engagement accru du personnel infirmier dans le développement et le déploiement des solutions numériques. Bienvenue, Tracy. Je présente ensuite le Dr. Brandon Carr, qui est un expert reconnu à la fois de la médecine et de la direction. Il a été vice-président de Capital Health pour la médecine à Halifax, PDG de Island Health en Colombie-Britannique et William Osler en Ontario. Et à l'heure actuelle, il est président et chef de la direction de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Il est également responsable de la CNTS, parmi d'autres fonctions. Et enfin, la dernière personne que j'aimerais vous présenter est le Dr. Richard Resnick, qui est chirurgien de formation et qui est le premier doyen de la faculté des sciences de la santé de l'Université Queen's, président du groupe de travail sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies numériques au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Alors, comme vous le voyez, nous avons tout un panel. Nous avons, je l'espère, la possibilité d'avoir des conversations très éclairantes. Ainsi, je cède la parole à l'animatrice du panel, Dr. Greenhill, qui présentera le domaine. Merci infiniment. Nous attendons d'avoir des conversations fort intéressantes car nous avons maintenant l'ère de l'application de l'IA. Au départ, nous étions emballés par l'IA, or nous avons constaté qu'il était difficile de l'appliquer. C'est donc suite à ce gouffre de la désillusion que nous reprenons la pente du développement éclairé, afin que nous puissions éventuellement avoir une application quotidienne pour l'IA. Très souvent, on s'en sert sans reconnaître chaque fois qu'on fait une recherche Google ou qu'on se sert des technologies dans notre vie quotidienne. De plus en plus, comme médecin et comme clinicien et comme patient, on se sert de l'IA. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Canada joue un rôle très important dans ce cheminement. Depuis 1983 d'ailleurs. En 1983, on a décidé d'investir dans le domaine, contrairement à beaucoup de pays, ce qui a mené à beaucoup de progrès. Ainsi, très rapidement, et je sais que certains vous diront qu'ils sont au courant de l'histoire du Canada dans le domaine, mais nous pouvons dire que nous avons financé énormément de projets, dont d'énormes projets à Vancouver et Montréal, pour lesquels on partagera les liens dans un instant. Mais ce qu'il faut retenir... La perception qu'on a actuellement de l'IA est telle que l'IA est un concept nébuleux. On y verse des données et miraculeusement, on en obtient de l'information. Mais la réalité est bien différente. C'est-à-dire que vous avez l'IA, qui est une évolution de statistiques, de sciences des données. Vous avez une estimation des probabilités, mais cela se produit très rapidement. Et un des développements les plus importants est l'informatique quantique, qui nous permet de réaliser des choses très rapidement qui prendraient autrement une éternité. Alors, il s'agit pour nous à présent d'avoir une compréhension commune de ce qu'est l'IA, même si c'est un peu un concept de boîte noire, de plus en plus on devrait comprendre quelles sont les origines de l'IA et arrêter de la craindre. Alors voici un petit graphique qu'on a
présenté pour illustrer tous les éléments qu'on appelle IA. Mais en fait, il y a des sous-types de IA et parfois ce n'est pas non plus de l'IA, de l'intelligence artificielle à proprement parler. Pensez à ce continuum de la machine à l'humain. Vous avez la science des données, qui est l'analytique et la statistique. Ensuite, vous avez l'apprentissage machine ou l'apprentissage automatique, qui est un élément un peu plus sophistiqué de la statistique, c'est-à-dire que la machine apprend elle-même. Ensuite, vous avez l'intelligence artificielle, qui comprend une partie de cela. Et à l'intérieur de cela, vous avez l'apprentissage profond. Et ensuite, vous avez l'intelligence augmentée et l'intelligence artificielle générale. Personne ne s'entend sur des définitions de ces concepts. Donc, il est très important pour nous de reconnaître qu'il y a parfois certaines incompréhensions associées à ces définitions un peu floues, mais pour nous, l'IA comprend toutes ces formes d'apprentissage et d'intelligence. Donc, c'est-à-dire de passer du stade manuel au stade automatisé, au moins dans une certaine mesure, éventuellement à l'avenir, peut-être la prise de décision autonome, mais l'IA dont on parle actuellement comprend l'humain, c'est-à-dire que l'humain fait partie de la majorité des processus et fait certainement partie de la définition. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est important de préciser auprès de son interlocuteur, lorsqu'on parle d'IA, de quoi il est question. Alors, pour les fins de notre objectif, nous allons passer à l'avenir de l'IA. Nous voulons savoir de la part de nos panélistes quels sont les espoirs et les craintes associées à l'IA. Alors Annette, je vous demande de dire quelques mots sur votre point de vue. Merci. Vous m'entendez? Oui. Eh bien, mes espoirs et mes craintes, je pense que l'IA et l'apprentissage machine ont permis d'accélérer, par exemple, la mise au point de vaccins. Mais cette célérité a créé à elle seule certaines craintes. Nous savons que l'intelligence artificielle peut réduire le nombre des alertes à l'hôpital, réduire les chutes et améliorer la satisfaction. Nous savons aussi qu'elle peut servir à offrir des soins adaptés en cancérologie et en radiologie. Cela a permis d'accélérer la lecture des images. Je pense que ce serait avantageux de faire participer les patients à l'application de l'IA. Merci Annette. Docteur Forgani, à vous. Bien, vous m'entendez? Oui? Alors j'espère que l'IA permettra d'améliorer la qualité et la précision des soins, de sorte que les soins soient plus viables et moins coûteux. Cela nous permettrait de faire un travail de prévision. Ça nous permettra aussi d'aligner des intérêts concurrentiels, c'est-à-dire les coûts et la qualité qui, jusqu'à présent, ont été en concurrence. Et ceci se soldera par une amélioration des soins. Et cela permettra une plus grande possibilité de pérennité des soins. Par ailleurs, l'IA permettra, à mon avis, d'adapter les soins. À l'échelle internationale, l'IA permettra de mettre au moins certains outils comme l'interprétation diagnostique pour les zones mal servies, où il y a peu de spécialistes ou alors pas du tout. Enfin, l'autre chose, et le Dr Greenhill y faisait allusion, l'infrastructure devrait s'améliorer et d'ailleurs elle sera essentielle si on veut mettre en œuvre l'IA. Ceci pourrait améliorer la prestation des soins, même sans composants d'apprentissage machine ou d'IA. Merci infiniment, Dr Forgani. Je vous demande d'allumer votre caméra lorsqu'on vous cède la parole et d'enlever votre sourdine. À présent, Dr Hackenhusen. Malheureusement, on ne vous entend pas. Il faut enlever votre sourdine. La technologie s'améliorera. Bientôt, on n'aura plus ces ennuis techniques. Voilà, on m'entend? Oui.
Avant même la COVID, il existait beaucoup de pression sur le système. Donc la situation était difficile, surtout pour les personnes âgées. Et notre défi à l'avenir, même après la COVID, sera le même. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de ressources dans le système. Et je ne parle pas seulement de ressources financières, mais bien de ressources humaines. On le voit au Canada comme aux États-Unis, c'est-à-dire que nous avons des lits réservés aux patients atteints de COVID. Cependant, nous n'avons pas le personnel nécessaire pour prodiguer des soins aux patients. C'est ce qu'on estime pour les pays développés comme en développement. Donc, on s'attend à ce que d'ici 2030, un médecin sur 5 ne sera pas remplacé dans le système. Alors, j'espère que l'intelligence artificielle pourra combler une partie de ce déficit, car on ne pourra pas simplement embaucher plus de gens. C'est ce qu'on essaie de faire pour le moment, cependant. Et on constatera, je crois, que l'intelligence artificielle peut rendre la vie dure pour les humains comme pour les patients. Elle pourra faire les choses plus efficacement, mais bon, ce ne sera pas la même touche humaine. On sait qu'au Canada, bon, ce panel est extraordinaire. Les gens de ce panel connaissent bien l'IA. Or, au Canada, nous n'adoptons pas forcément la technologie très rapidement. Et il est possible, lorsqu'on examinera toutes les complexités, les défis de cette nouvelle méthode, et il y a des défis, on parlera de protection des renseignements personnels, éthique, l'élimination éventuelle des emplois. On pourra traiter toutes ces questions, mais à mon avis, je pense que ça nous ralentira. On ne réalisera pas assez rapidement la valeur de l'intelligence artificielle, qui, à mon avis, est un des éléments les plus importants si l'on veut maintenir un système de soins de santé pérenne et rentable. Bien, ce sera intéressant de voir là où mènera notre conversation. Tracy Riesling, à présent. Merci infiniment. Alors, mes espoirs, c'est d'avoir la capacité analytique qui nous permettra de voir la vue d'ensemble ainsi que le détail. Je fais des recherches dans l'informatique. Je suis présidente élue de l'Association de l'informatique en santé. Alors, j'ai un enthousiasme assez soutenu pour l'IA dans les soins de santé. J'écris à ce sujet depuis longtemps, presque au moins 3 ans. Et j'en discute avec un auditoire d'infirmières, d'infirmiers, mais aussi de patients. On a beaucoup d'espoir pour l'IA. Et au même moment, c'est facile de perdre l'objectif de vue, surtout pour les gens qui s'intéressent seulement à la technologie, c'est-à-dire de simplement se pencher sur l'avenir. Et on s'imagine que l'avenir sera tellement plus brillant que le présent. Mais il faut rappeler à notre public, en fait, qu'il existe des débouchés intéressants à brève échéance. C'est-à-dire que il ne faut pas s'imaginer que l'IA libérera plus de temps que ce qu'il est raisonnable d'estimer. Dans un rapport ordonné par l'Ordre des infirmières de l'Ontario, on a parlé de compassion à l'ère de l'IA, un rapport qui a été publié le mois dernier. Enfin, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais si vous avez des questions, on pourrait y répondre. On dit que l'IA va sans doute changer les pratiques infirmières, l'éducation, la recherche, l'administration. Et comme infirmière, je pense qu'on espère un avenir qui nous permettra de traiter des déficits systémiques dans le système de soins de santé. Or, pour ce faire, il faut se servir de la technologie pour voir le portrait global comme le détail. Et ce que j'entends par là, et donc j'en viens à mes craintes, c'est-à-dire que ce qu'il faut examiner de très près, à mon avis, c'est les données en santé. Qu'est-ce que j'essaie de présenter ici? C'est-à-dire que, et d'ailleurs je le répète, je suis fervente adepte de l'IA, mais lorsque je pense à l'intégration, à l'opérationnalisation de la promesse de l'IA,
Enfin, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra revoir les questions structurelles du système. Et d'ailleurs, on s'intéresse à un examen international de la situation de l'IA, les études qui ont déjà été faites sur l'éthique, par exemple. On examine les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire comment donner davantage de soins aux gens. Et depuis quelques semaines, on examine aussi les données compatissantes, c'est-à-dire comment changer la représentation dans les données pour tenir compte des biais et des iniquités. Mais comme Annette, ce que j'espère, c'est qu'on pourra se servir de l'IA pour outiller les joueurs de part et d'autre de la relation en santé, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement des outils qui améliorent la prise de décision et les diagnostics pour les cliniciens, mais que l'on ait un partage plus complet et en temps voulu avec les patients, de sorte que les patients soient mieux informés ainsi que leurs familles. Bien, bien dit. Alors, Dr. Brandon Carr, à vous. Merci. Et bon après-midi à tous. Alors, mes espoirs et mes craintes sont assez simples. Ce que j'espère, c'est que l'IA aura un impact sur l'ensemble des Canadiens où qu'ils vivent et que cela aura un impact positif sur leur capacité d'avoir accès à des soins pertinents pour qu'ils puissent comprendre leur santé et la gérer. Et par ailleurs, bon, ce n'est pas seulement une crainte, mais c'est cette reconnaissance qu'il y aura cette tendance à que l'IA se développe surtout dans certains milieux en se concentrant par exemple sur des défis très spécialisés. Et tout cela est très important et sera fort valable. Or, ce que j'espère, c'est que nous en arriverons au stade où l'IA aura un impact sur le Canadien moyen, où qu'il vive. Et cette image que je vous montre provient d'un endroit où les gens vivent, n'est-ce pas? Mes craintes à présent, elles sont assez simples. C'est-à-dire que la santé, contrairement à certains secteurs, tend à voir son travail sous l'angle de l'amélioration. Donc, généralement, tout est perçu du point de vue d'un examen de ce que l'on fait actuellement et de son amélioration dans le but d'améliorer les soins dispensés aux patients. Ma préoccupation, c'est que si on s'attend à ce que l'IA nous permette de refondre la santé, de réimaginer pas seulement les processus de soins, mais également, si vous voulez, le fonctionnement du système, qu'on soit déçu. J'espère qu'on arrivera à gérer cette tendance de vouloir concentrer beaucoup d'efforts sur l'intégration de l'IA dans les processus actuels et qu'on permettra plutôt à l'IA de redéfinir ces processus pour que l'on voit véritablement les possibilités de l'IA, pour que l'IA puisse radicalement nous permettre de réimaginer les soins. Merci, Dr. Carr. Dr. Resnick. Merci. D'abord, je dirais à Tracy que j'ai travaillé avec des infirmières toute ma vie et j'ai épousé une infirmière. Alors, elle ne sera pas étonnée que mes commentaires fassent écho aux siens. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que disait Eric Topol. C'est-à-dire que l'avantage de l'IA, c'est le don du temps. Et le don du temps est sans doute un des plus grands espoirs que l'on puisse avoir. On sait que l'IA arrive à grands pas. Bien qu'on comprenne que l'IA ne remplacera pas les médecins ou les autres professionnels de la santé, une des citations qui a trouvé écho au sein de nos groupes de travail, c'est que les médecins qui ne se servent pas de l'IA seront remplacés. Le don du temps, c'est-à-dire qu'on pourra libérer les cliniciens des tâches répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur des aspects plus importants, dont la relation médecin-patient et la compassion dans les soins. C'est notre plus grand espoir. Mais comme je le disais, du côté de l'espoir, on ne pense pas que l'IA va remplacer les médecins. Et d'ailleurs, notre groupe de travail devait parler de l'effectif nécessaire au Canada. Et on ne pense pas à l'heure actuelle que l'effectif devrait changer. Du côté des craintes,
Le groupe de travail que je préside concentre beaucoup d'efforts sur les questions d'équité, d'éthique, de mise en œuvre de l'IA et de la reddition de comptes social. Étant donné que les patients auront accès à leurs propres données, on pense que l'IA pourrait être un facteur démocratique pour la santé. Il y a la possibilité d'accélérer les partenariats entre médecins et patients axés sur la donnée. Mais comme le disait l'autre, il existe un clivage numérique qui pourrait avoir un effet négatif sur les populations marginalisées. Par ailleurs, les données sont au cœur de l'IA et nous savons que les données canadiennes ne sont pas toujours obtenues de manière équitable. Cela pourrait représenter un risque pour la qualité des soins et la sécurité des patients, surtout s'ils proviennent de populations généralement précarisées. Merci, Dr. Resnick. C'est intéressant de lire les observations dans la boîte de dialogue. Alors, continuez, parlez de vos craintes et de vos espoirs. Et surtout, si elles sont un complément à ce que nous entendons de la part de nos panélistes. Alors, j'ai choisi une image moi-même, cette idée, qu'à l'heure actuelle, nous avons des outils complètement déconnectés. Et ce que l'IA nous permet de faire, c'est de tirer parti de ce magma de données, c'est-à-dire de mettre de l'ordre dans ces données et que l'on puisse produire ainsi une meilleure compréhension des informations, de ce que l'on puisse voir le portrait d'ensemble ainsi que le détail. L'image à droite, je l'ai choisie car je suis d'accord avec une préoccupation qui a été évoquée antérieurement, c'est-à-dire étant donné les inquiétudes qu'on a par rapport aux iniquités, à la protection des renseignements personnels, qu'on passera peut-être trop de temps à réfléchir plutôt qu'à agir et qu'on freinera les progrès. C'est-à-dire qu'on adoptera l'IA à pas de tortue, un peu comme ça a été le cas de la médecine numérisée. Nous accusons déjà un retard. Je ne connais pas d'autres domaines qui se servent de télécopieurs quotidiennement et pourtant on continue de se servir de télécopies pour les patients. Je m'en servais d'ailleurs ce matin. Alors il est temps maintenant de voir comment voir les choses différemment comme système pour adopter ces idées plus rapidement. Et c'est précisément ce que l'on fera lors de cet entretien avec nos panélistes. Alors la première question que nous adressons à nos panélistes concerne ce que l'on peut faire pour mettre en œuvre l'IA plus rapidement dans le secteur des soins de santé. Je vais d'abord céder la parole au Dr. Resnick pour un aperçu de sa réponse. Écrivez en français d'ailleurs dans la boîte de dialogue si vous souhaitez le faire. C'est une séance bilingue. Vous pouvez poser vos questions en français. Je parle moi-même français et d'autres panélistes sont également francophones ou francophiles. Dr. Resnick, merci. Alors comme je le disais, on pense que l'IA se produira rapidement en santé, mais en fait, à bien des égards, l'IA est bien installée. Ce que notre groupe de travail a appris, cependant, c'est que comme profession, la profession médicale n'est pas prête. Et quand on examine le programme d'apprentissage au premier, deuxième et troisième cycle, il est clair que même l'enseignement fondamental de l'IA est absent. Vous savez, l'IA ne fonctionnera que s'il y a un véritable partenariat entre le scientifique, l'ingénieur, le clinicien. Et un des facteurs favorables les plus importants, c'est la préparation des prochains des spécialistes de l'avenir pour qu'ils soient prêts à se servir de l'IA, ce qui signifie que la littératie en intelligence artificielle doit être une compétence fondamentale de l'ensemble des spécialistes de l'avenir. Un enseignement fondamental de l'IA doit faire partie de tous les programmes d'apprentissage universitaire. Excellente observation, Dr. Resnick. Je passe au Dr. Fasgani. La littératie numérique est essentielle pour les chercheurs, les médecins et l'ensemble des professionnels. C'est toute une tâche, effectivement. Docteur Forgani. Eh bien, lorsqu'il est question de déploiement de l'IA, les obstacles technologiques sont assez importants. Bien que nous ayons beaucoup d'outils,
qui s'appuient sur l'IA, la majorité sont à l'état théorique, surtout au Canada. Et donc, il y a des avantages et des désavantages à cette situation. L'IA avance très vite. Pensez à d'autres secteurs. En 6 mois, les choses ont radicalement bousculé. De notre côté, nous avons un processus décisionnel tellement laborieux qu'on ratera le coche. Alors, je pense qu'il faudra effectivement faire appel à d'autres industries, d'autres secteurs pour s'inspirer de leur situation. Parce que lorsqu'il est question d'IA, il faut toute une infrastructure, mais il faut aussi assurer la sécurité des données. Lorsque vous avez des entreprises qui ont des budgets de plusieurs milliards de dollars, évidemment, ils ont cette infrastructure. On ne doit pas recréer ce qui a déjà été fait ailleurs et mieux fait. Je pense qu'il faut agir en partenariat avec d'autres secteurs. Et nous, on doit s'attacher exclusivement aux questions sanitaires. Eh bien, docteur Forgani, je pense que ce que vous dites, c'est qu'il faut collaborer et qu'il faut transcender les frontières conventionnelles du soin de santé. Faire appel, par exemple, à des entreprises qui peuvent nous aider à accélérer le pas tout en se renseignant sur les moyens par lesquels on peut établir des collaborations entre chercheurs et cliniciens, par exemple. Oui, tout à fait. Du point de vue pratique, on ne veut certainement pas que ce soit un exercice théorique. Alors, à mon avis, il n'y a pas moyen de contourner la situation, surtout si vous pensez aux nouvelles technologies et aux hôpitaux. Je pense qu'il faut penser à la valeur des données. Est-ce qu'il faut, par exemple, commercialiser les données? Bon, certainement pas à mauvais escient. Mais nous avons un système public. Tout le monde doit profiter d'un système public. Donc, les données doivent être perçues sous cet angle. Nous n'avons pas des ressources infinies. Alors, si on ne répond pas aux questions complexes, qui en souffrira? Eh bien, le public qui n'aura pas accès, par exemple, aux soins à domicile. Enfin, vous avez toutes sortes de carences dans le système de soins de santé et nous n'avons pas des ressources infinies. Donc, je pense qu'il faut être audacieux et vraiment investiguer toutes les possibilités et trouver des zones d'équilibre, surtout pour les questions qui suscitent le plus d'inquiétude. Docteur Riesling, à votre avis, que faudra-t-il pour mettre en œuvre ces innovations vraiment emballantes qui sont effectivement emballantes, mais pas forcément présentes à l'heure actuelle? Eh bien, le docteur Riesling a déjà dit ce que j'avais envie de dire par rapport au programme d'apprentissage. Vous savez, je me pose la question, comment appliquer la cadence des changements technologiques dans la vie quotidienne? Vous savez, l'IA change tellement rapidement. Alors, comment appliquer cela dans notre cursus d'apprentissage en soins de santé? Et je dois vous dire que selon mon expérience en enseignement dans les sciences infirmières depuis presque 2 décennies déjà, je dirais que le cursus ne change pas rapidement. Et d'ailleurs, nous n'avons pas fait un excellent travail sur le plan de l'intégration des questions numériques au cursus d'apprentissage dans les carrières en santé. Mais le docteur Resnick le disait assez éloquemment. En 2019, lorsque Deep Medicine a été publié, tout le monde s'est concentré là-dessus. Or, ce que j'estime être le plus utile dans le cadre de cette conversation et pour le Canada en général et pour les praticiens, c'est d'examiner les autres documents publiés par le Dr. Polo, un rapport qu'il a publié pour le NHS au Royaume-Uni, où il était question des moyens d'appuyer les travailleurs du système de santé, les habilités à se servir des outils numériques. Il y a des questions évoquées par le Dr. Topol qui concernent plutôt la co-conception, les données. Et la dernière chose que je dirais, c'est que il faut consacrer davantage d'efforts à la normalisation des données, du partage des données. Les sciences infirmières participent à la normalisation des données en raison de la crainte, du moins, d'un
les dossiers de santé électroniques actuels, les soins infirmiers sont mal représentés. Alors, si vous n'avez pas des données standardisées, vous n'aurez pas la capacité d'influencer des dossiers qui sont appuyés par des données, ou qui s'appuient sur des données. Donc, il faut penser au partage de données. Et enfin, je dirais qu'il faut réfléchir à ce qui, à notre avis, sont des données de la santé. Vous savez, dès début janvier, on a examiné toutes les chandelles parfumées en ligne et on constate que les critiques de ces chandelles sont de moins en moins élogieuses. Pourquoi? Peut-être parce qu'on en a assez des chandelles, parce qu'on est resté confiné à domicile trop longtemps. Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a une certaine valeur dans cette critique, mais on peut se poser la question par rapport aux données. C'est-à-dire que les données nous rappellent que si on veut vraiment miser sur l'avenir des systèmes qui ont la capacité de se servir d'énormes quantités de données, eh bien, peut-être qu'il faut d'abord déterminer quelles sont les données que l'on veut intégrer. Ah, alors, c'est fort complexe, mais je reviendrai vers vous un peu plus pour la prochaine question, c'est-à-dire l'enseignement des effectifs de la santé de l'avenir. C'est une des questions que l'on se pose pendant ce webinaire. Ça fait partie des activités de la Fondation canadienne pour l'innovation en santé, c'est-à-dire qu'il faut non seulement penser à l'avenir des professions de la santé, mais il faut aussi penser aux moyens de faire ruisseler cette information, ces connaissances à tous les niveaux du système. La crise que nous vivons actuelle a amené à cette possibilité, c'est-à-dire que la réponse n'est pas forcément de toujours faire la même chose, il faut trouver de nouvelles solutions, des solutions innovantes. Alors, restez à l'affût, il y aura davantage de la part de la FCISS et de cette initiative, il y aura davantage de webinaires qui nous permettront de mieux comprendre les éléments qui ont été soulevés par nos panélistes. Alors, si vous permettez, je change un peu de vitesse. Docteur Isling, quels sont les partenariats, à votre avis, qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer la communication, surtout à la lumière de l'utilisation de l'IA? Eh bien, une des premières choses qu'il faut faire, à mon avis, et d'ailleurs une publication est parue un peu plus tôt cette année où il était question de conception conjointe ou de co-conception. Un peu comme la littératie numérique, avoir des infirmières, d'autres praticiens en santé, et nos partenaires, et par partenaires, je veux dire ingénieurs, informaticiens, industrie, tout le monde devra examiner la conception conjointe. Et d'ailleurs, Eric Topol en parle dans son rapport pour le NHS, c'est-à-dire que ça doit être un effort collaboratif. Un des défis de l'IA concerne la confiance, l'adhésion et l'exécution. On a constaté des défis découlant d'une absence de conception conjointe et d'une absence de partenariat. Est-ce que les systèmes d'IA eux-mêmes vont créer de nouveaux défis, de nouvelles possibilités pour nous de collaborer? Eh bien, ils créent certainement de nouvelles conversations, comme les critiques des chandelles parfumées. Enfin, nous n'avons pas ce genre de conversation sans la capacité de réunir ces données. Cela dit, moi, j'ai passé énormément de temps en partenariat avec des patients pour avoir des données fondamentales en temps le plus réel possible, données aux patients, donc. Alors, si on utilise ce système convenablement pour améliorer l'interopérabilité des données, le partage des données et le partage en temps réel, et là, je ne parle pas seulement des membres de l'équipe de soins, mais également des patients, alors dans ce cas, oui, si c'est ce qui nous permettra de prendre le dernier pas pour respecter ces promesses qu'on a prononcées il y a si longtemps, eh bien, dans ce cas, je pense que nous aurons peut-être un meilleur avenir.
étant donné que les données doivent être passées en revue, c'est-à-dire que les gens doivent pouvoir voir les données, faire des observations par rapport aux données, afin que l'on puisse améliorer le système. Il faut donc un processus collaboratif. Et ce dont on parle en sciences infirmières, c'est de mieux comprendre la conception conjointe qui s'applique non seulement aux nouveaux praticiens ou aux cliniciens en formation, mais la création de ces possibilités dans les soins de courte durée et ailleurs, de sorte que tout le monde ait voix au chapitre par rapport à l'évolution de l'IA dans le contexte du système de soins de santé au Canada. Alors, je cède la parole à Annette McKinnon pour le point de vue des patients, mais j'aime beaucoup cette expression co-conception ou conception conjointe. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le mouvement dans la Silicon Valley selon lequel, pour avoir une meilleure adhésion, l'usager doit participer à la conception. Il s'agit d'une conception axée sur la collaboration à chaque étape de la conception, pas seulement un entretien au tout début. Non, il s'agit de conception vraiment tout au long du cheminement. Alors, Annette, je vous cède la parole pour que vous parliez non seulement de votre situation, mais du récent rapport publié par la FCSS et l'ICSP par rapport à l'inclusion des patients partenaires dans le contexte de la pandémie. Alors, je vous demande d'allumer votre caméra et d'enlever votre sourdine pour partager votre point de vue sur cette question, c'est-à-dire comment se servir de ces outils pour renforcer les capacités de partenariat dans le système de soins de santé. Alors, malheureusement, si ma caméra n'est pas allumée, je ne sais pas comment l'allumer, mais ce dont vous parlez dans la co-création et la co-conception, c'est tout à fait fondamental pour moi. Au même moment, patient pour moi signifie aussi proche aidant, et pas seulement la famille, c'est-à-dire la personne désignée par le patient. Ainsi, en ce qui me concerne, comme partenaire, nous pouvons avoir un impact positif sur la conception. C'est essentiel pour le système de santé de faire appel aux patients, de les inviter, sinon pas dans la co-conception, au minimum à partager leur opinion par rapport aux moyens par lesquels il faut innover et dans quel domaine. Alors, à mon avis, si on pense par exemple aux maladies chroniques, il faut habiliter le patient à gérer lui-même sa maladie avec l'équipe de soins de santé. Et je pense que nous avons tous lu Eric Topol récemment. Dans son rapport, il disait qu'une minute supplémentaire dans les soins à domicile réduisait les chances de réadmission en soins de courte durée de 13%. Alors, ça vous montre bien l'investissement que l'on fait, l'investissement en prévention, si vous voulez, réduit énormément l'aspect curatif. Alors, en faisant appel aux patients, je pense qu'on peut aussi dégager les patients et en donnant accès aux patients au dossier de soins, à son propre dossier électronique, on redonnera du temps aux cliniciens. Il faut penser à l'intérêt des politiciens, des médecins, mais aussi des patients. Annette, je suis très très contente que vous ayez évoqué la question du temps. Je crois que c'est le docteur Reznik qui a évoqué l'espoir, selon lui, que l'IA peut créer davantage de temps pour permettre aux cliniciens et aux patients d'établir des relations plus approfondies, des relations plus fécondes. Alors j'espère que nous pourrons vous revoir en vidéo un petit peu plus tard. À vous, Mary Ackenhausen. Voudriez-vous réactiver votre caméra et votre micro? Vous avez travaillé dans différents secteurs du réseau de santé. Comment l'IA peut-elle nous permettre d'établir de meilleurs partenariats à l'échelle de ce réseau? Merci. Je crois que j'éprouve la même difficulté qu'Annette McKinnon. J'avais la possibilité de me brancher, mais je n'y parviens pas. Donc, le docteur Reznik, en ce qui concerne la démocratisation de la santé, il s'agit de
de décortiquer cela un peu. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratisation? C'est ce que nous avons vu dans toutes sortes d'industries depuis quelques années. Il s'agit de prendre quelque chose qui est très complexe et qui ne peut être piloté que par des experts, des médecins, et puis on réduit la complexité au niveau des dirigeants de l'industrie. On l'a vu dans l'informatique. Dans les années 60, il y avait d'immenses ordinateurs qui remplissaient toute une salle qui ne pouvaient être utilisés que par des doctorats. Maintenant, le moindre téléphone intelligent contient davantage de capacités. Autrefois, pour se déplacer, il fallait aller dans une agence de voyage. Maintenant, on peut le faire soi-même, la banque, etc. Donc, voilà le rôle que j'envisage pour l'IA dans les soins de santé. Et nous, en tant que patients, en tant que proches de patients, pourrons faire beaucoup plus de notre côté, que ce soit au niveau des diagnostics, au niveau des traitements post-chirurgicaux. Nous allons pouvoir faire beaucoup plus de notre côté parce que nous serons soutenus pour ce faire grâce aux outils qui incorporent l'intelligence des cliniciens. Il ne s'agit pas de substituer aux cliniciens. J'aime bien aussi ce que le docteur Resnick a dit, que nous aurons besoin du même nombre de cliniciens, de médecins au Canada qu'aujourd'hui. Et c'est vrai parce que la demande monte en flèche. Il faut que le même nombre de cliniciens puissent soutenir une demande beaucoup plus élevée. C'est ce que l'IA nous permettra de faire. Donc, encore une fois, les cliniciens qui sont entrés qui ont eu pour vocation le travail de santé parce qu'ils ont une soif de complexité intellectuelle, une compassion humaine, ils pourront faire tout cela, mais cela pourra prendre une part beaucoup plus grande de leur quotidien qu'aujourd'hui professionnel. Et ça va aider les patients. Une dernière chose, quand on parle de partenariat, ceci exigera des partenariats avec le secteur privé. Bon, c'est un peu évident, mais ce genre d'ensemble de compétences n'existe pas nécessairement facilement dans le système de santé et il est très difficile de recruter des professionnels de santé. Notre réseau devra apprendre à établir des partenariats solides avec l'industrie privée, ce qui n'est pas facile à l'heure actuelle. Nous nourrissons une méfiance enracinée à l'égard du secteur public, du secteur privé, que nous devrons surmonter car bon nombre des outils, des réponses, des compétences se trouvent dans le secteur privé. Il n'est pas possible de recréer cela dans le secteur public dans le temps et compte tenu que nous disposons et compte tenu de la complexité de la question. Merci. Vous devriez trouver un petit bouton au sommet, l'accès, notre service technique nous dit qu'il devrait être possible de venir à l'écran. J'aime beaucoup ce que vous avez repris du Dr Forgani quant à l'importance de la collaboration au niveau de la technologie et au niveau non pas lancer des appels d'offres, mais réaliser une co-conception. Donc, le prochain thème que nous voulons explorer un peu plus, c'est la question du leadership. Deloitte a récemment publié un rapport que j'ai beaucoup apprécié quant à l'importance du courage. Qu'est-ce que cela prendra? Que pouvons-nous faire pour mener, pour piloter? Qu'est-ce que nos leaders en santé peuvent faire pour accélérer ce processus? Donc, à vous, Mary Ackenhausen. Bon, et j'ai de nouveau ma caméra. Bon, les leaders en santé sont des cinquantenaires ou plus âgés, et nous pourrions devenir un obstacle. Je crois que c'est vous, Alexandra Ackenhausen, qui l'avez dit. On n'a pas très bien réussi la mise en place des dossiers de santé électronique. En fait, on n'a pas encore terminé. Ça prend beaucoup plus longtemps que ça l'aurait dû, compte tenu du fait que c'est un élément tellement basique de notre réseau. Comment les dirigeants peuvent-ils être formés? Nous n'en savons pas. Si nous ne savons pas grand-chose sur l'IA, il sera difficile d'en faire la promotion et par conséquent susciter la confiance. J'irai plus loin. Un petit scénario des conseils d'administration. La plupart d'entre nous relevons de conseils d'administration, de réseaux dirigés par des conseils d'administration qui sont nommés pour des raisons politiques, pas nécessairement parce qu'ils sont capables de piloter des organisations à grande échelle au plan stratégique, mais pour d'autres motifs. Eux non plus rechercheront peut-être des
un rendement du capital investi d'ici quelques années que l'IA ne la garantira pas nécessairement. Donc il y aura peut-être beaucoup de sensibilisation à faire auprès des élus, auprès des conseils d'administration pour déterminer, bon, quels sont les problèmes que nous voulons résoudre. À mon avis, c'est le gros problème de ressources. Comment pouvons-nous faire ce que nous devons faire avec un personnel réduit? C'est un obstacle qui prendra une place grandissante. Donc pour moi, commencer par la sensibilisation de ces équipes de direction. Mais à très très court terme, il y a beaucoup d'expériences que nous pouvons faire avec des IA très limitées qui ne comportent ni beaucoup d'intelligence ni beaucoup de risques, mais un traitement robotique, mais qui offre des opportunités dès aujourd'hui que nous n'avons pas saisies dans le réseau de santé. Merci beaucoup. Quand vous dites un peu d'intelligence artificielle, c'est des projets dans lesquels un être humain vérifie le début, le milieu et la fin, mais nous nous automatisons et nous facilitons une tâche que les humains accomplissent de toute façon. Alors, je voudrais à présent demander au Dr Carr et au Dr Reznik de brancher leur caméra et pour compléter cette interrogation. Qu'est-ce que cela prendra? Parce que le système de santé était déjà sous tension avant la COVID. Il est maintenant en mode de crise avec la COVID. Alors, ça prend un leadership, mais comment allons-nous travailler au niveau de la réalité virtuelle? Dr Carr, vous dirigez actuellement une organisation tout entière qui s'intéresse à l'obtention de résultats aujourd'hui même. Comment pouvons-nous susciter l'adoption de ces nouvelles technologies pour l'avenir? C'est une question immense, mais je crois que nous tournons autour du pot aujourd'hui. En tant que leader, que dirigeant du secteur de santé, il y a certains éléments fondamentaux que nous devons nous rappeler. D'abord, veiller à ce que nous nous concentrions, comme on l'a dit, non seulement sur ce qui est intéressant et sur les éléments qui pourraient nous offrir des opportunités intéressantes de faire des choses cool, mais qu'est-ce qui aura l'impact le plus fort, qu'est-ce qui va générer le plus de valeur pour le système, que ce soit pour créer un environnement de ressources différent, que ce soit pour comprendre comment nous pouvons avoir un impact sur le plus grand nombre de personnes, des populations que nous ne desservons pas suffisamment aujourd'hui, surtout. Et je crois que cela sous-entend, il ne s'agit pas simplement de réfléchir au niveau des résultats médicaux, mais encore de l'expérience, l'aspect expérientiel, le vécu de la santé, le vécu des soins. D'autres intervenants ont dit que nous devons aborder la question du point de vue, dès le stade de la conception, afin que ce soit une approche de conception axée sur la personne et d'utiliser ces éléments pour modifier fondamentalement les résultats que nous obtenons, la valeur, l'expérience, le vécu. Pour les dirigeants, ce que cela signifie également, c'est que nous devons avoir le courage de créer un environnement d'apprentissage, car nous n'allons pas tout résoudre cela en une seule fois, comme le disait Maria Kenhausen. Nous n'avons pas fait la preuve dans le passé que nous pouvons bien gérer le changement, donc nous allons devoir créer un environnement d'apprentissage dans lequel nous acceptons l'idée que nous devons apporter des changements rapidement, progressivement. Nous prévoyons que certains changements seront négatifs, que nous en tirerons les leçons, que nous continuerons de nous améliorer. C'est un environnement où il y a un degré de sécurité psychologique élevé, dans lequel tout le monde est mobilisé, y compris les patients, leurs aidants naturels, leurs familles. En tant que dirigeants, nous devons gérer ce processus de changement. L'IA va créer beaucoup de tensions. On en a parlé jusqu'ici. Il y aura beaucoup de craintes, il y aura beaucoup de préoccupations très valables. En tant que leader, nous devons créer un environnement sécuritaire dans lequel nous pouvons créer la confiance, gérer ses sensibilités, tout en continuant d'avancer. Une dernière chose que je dirais, et qui incombe aux leaders des réseaux, des systèmes, nous devons nous rendre compte qu'une bonne partie des données dont nous disposons reflètent la façon dont les systèmes fonctionnent et la façon dont nous concevons les soins, c'est surtout au niveau des soins actifs. Si vous songez aux essais randomisés avec groupe témoin, ils comportent un défaut considérable, c'est que puisqu'ils sont un groupe témoin, ils nous donnent un point de vue très limité de la population. Les défis que nous devons relever en tant que réseau sont vraiment beaucoup plus vastes. Alors, nous allons devoir songer à la façon dont nous veillons à disposer de données qui représentent les communautés racialisées, sous-représentées, la diversité, etc. Je crois que les dirigeants doivent veiller à ce que nous disposions de ce genre de données. Tout à fait.
nous allons en revenir à l'accès équitable à certaines de ces technologies dans notre dernière question. Mais auparavant, Dr. Reznik, à vous la parole sur la question du leadership. Merci. Il y a quelques années, en me préparant à présider le groupe de travail du Collège Royal, j'ai parlé à des collègues, mes confrères dans le monde entier. Et vous l'avez dit, docteur Cobb, nous avons des talents extraordinaires selon un rapport récent. Nous sommes dans les 5 premiers du monde en matière d'IA. Mais nous devons rétablir pour détourner un slogan récent, rendre le Canada grand de nouveau, parce que nous n'avons pas les véhicules pour permettre aux spécialistes en IA de s'intégrer dans le réseau de santé. Or, l'IA doit être une science qui est pratiquée par des équipes. Je suis tout à fait d'accord avec Mary. Nous avons recensé plus de 3500 médecins. Enfin, 3500 médecins ont répondu à notre enquête. Ils sont impatients d'y participer. Mais il y a une mentalité anti-industrie dans beaucoup de nos facultés de médecine. Pour que l'IA fonctionne vraiment, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous devons systématiquement encourager la co-conception et la co-validation de l'IA par les entreprises, les scientifiques et les cliniciens travaillant de concert, dans un cadre éthique, mais supervisé par des dirigeants progressistes. C'est formidable. Alors nous allons à présent ouvrir une période de questions d'ici quelques minutes, donc j'engage les participants à continuer d'intervenir dans la boîte de dialogue. Alors, pour conclure le dernier élément que nous voulions aborder, c'est un ensemble de questions presque introductives aux panélistes, la question de l'accès équitable, justement. Dr. Reznik, vous avez dit, la Dr. Riesling aussi, mais nous voudrions connaître l'avis du Dr. Carr. Vous avez parlé de l'accès équitable, non seulement au niveau des soins actifs. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu votre propos? Oui, volontiers. Mais écoutez, je relis un certain nombre d'éléments. Je dirais que, objectivement, bon nombre des données qu'utilise notre réseau de santé proviennent des systèmes d'information hospitaliers. Et nous avons un énorme angle mort lorsqu'il s'agit de comprendre différents segments de notre population, différents groupes démographiques, toutes sortes de choses. Et lorsqu'on fait le lien entre ce fait, d'une part, et d'autre part, un autre point qui a été soulevé, je pense, par la Dr. Riesling, l'IA donne des résultats qui dépendent des ensembles de données sur lesquelles on se base. Quand on conjugue ces deux éléments, il y a un grand risque que si ce que nous percevons comme étant la valeur sortant de ces systèmes d'IA pourrait en fait être sérieusement néfaste pour certains principes importants des soins de santé au Canada. Donc il faut que nous en soyons très très conscients, de la nécessité de nous assurer que les ensembles de données que nous utilisons, qui en représentent un élément, qui représente une donnée du problème, sont représentatifs. Je ne suis pas spécialiste des données, je ne sais pas comment faire, mais c'est là où l'IA doit être conçue de manière fusionnelle au niveau des sciences de la santé et des sciences des données. Sur la question de savoir comment l'IA est intégrée dans le système, je crois qu'il y aura des tendances naturelles à utiliser l'IA dans des environnements à forte intensité de recherche spécialisés, portant sur la médecine personnalisée. Et ça, je crois que tout ça, c'est formidable, mais pas assez. Nous devons mettre au point une stratégie en tant que pays, en tant que province, pour assurer que lorsque nous étudions l'utilité de l'IA comme système, qu'il y aura un point de vue au niveau de l'impact, une approche axée sur les besoins, une compréhension donc au niveau des populations. Donc je souhaiterais savoir ce que vous pensez, mais il me semble que nous aurons besoin d'un moyen d'étudier la question qui n'est pas simplement basé sur les besoins les plus intéressants et urgents de chacun, mais plutôt sur les besoins de la population et de la société. Une excellente transition
à Annette McKinnon, et puis ensuite je vais demander au Dr Forgani de se joindre à nous pour conclure cette partie du panel. Mais ce qu'a dit le Dr Resnick quant au rôle de leadership du Canada, Santé Canada a été l'un des premiers ministères, l'un des premiers organismes gouvernementaux à introduire un processus de validation pour l'IA en santé. Donc, nous allons inclure le lien avec celui-ci dans nos commentaires. Annette McKinnon, vous êtes de retour en vidéo. Alors, pourriez-vous commenter la nécessité d'assurer que l'IA reflète les besoins des patients et de la société? Je crois que ce dont le réseau de santé a besoin, c'est qu'un beaucoup plus grand nombre de patients et d'aidants naturels s'engagent, se mobilisent. Et je pense que les stratégies de recherche fédérale jusqu'ici ont été un excellent facteur d'habilitation, facteur d'inclusion des patients dans la recherche. Mais l'accès équitable est une question politique et concerne les déterminants sociaux de la santé également. Comment les patients et les professionnels de la santé peuvent-ils s'assurer que tout le monde est inclus dans l'établissement des politiques afin que les gains réalisés grâce à l'utilisation de l'IA ne servent pas à accroître le volume de patients que les fournisseurs de soins doivent recevoir. Et si les portails d'accès à la santé sont fondés sur l'intelligence artificielle, comment chaque patient pourrait-il en bénéficier? Les patients doivent être plus que sensibilisés à l'IA, nous devons être sensibilisés à la santé, sensibilisés au numérique, nous devons avoir accès à la technologie. Ce n'est pas tout le monde qui a cet accès. C'est facile aujourd'hui, dans cette rencontre où nous pouvons nous voir, de ne pas songer aux personnes qui ont besoin qu'on leur construise une passerelle afin qu'ils puissent participer à ces changements. Je trouve que c'est encourageant que la FCASS ait créé un groupe consultatif sur l'intelligence artificielle qui inclut un éventail complet des intervenants, depuis les patients aux décideurs. Et je dirais que l'inclusion des patients ainsi que des fournisseurs de soins dans la création des politiques est un bon départ. Merci beaucoup, Annette McKinnon. À vous, Dr Forgani. Bon. Je crois que pour réussir, nous devrions nous concentrer sur nos forces et non pas sur nos limites. C'est bien qu'on a une patiente ici. On a parlé de la co-conception, on a parlé de la connaissance du domaine. Ça, ce sont des éléments clés, mais j'irai plus loin. Peut-être devrions-nous inclure le succès. Moi, je fais des tas de choses très sophistiquées pour prédire des phénotypes de tumeurs moléculaires à l'aide d'imagerie, mais il y a certains succès que nous pouvons remporter tout de suite pour travailler avec les patients à court terme. Ils ne sont pas entièrement liés à l'AI, mais enfin, ça pourrait mobiliser une population. J'ai une mère âgée, lorsqu'elle a des contacts avec le réseau de santé, je ne suis pas très fier, j'ai plutôt honte, parce que je me demande toujours pourquoi est-ce qu'elle doit aller chez un médecin pour prendre sa tension artérielle, alors que les soins virtuels qui consistent à faire intervenir le médecin dans le foyer d'un patient existent depuis très longtemps. Donc on en revient à certains éléments basiques. Consulter des personnes qui utilisent le réseau, qui comprennent les obstacles, parce que les obstacles ne peuvent pas tous être incorporés dans une formule mathématique. Quiconque a travaillé dans un hôpital sait que bon nombre de ces obstacles ne sont pas logiques. Donc il y a des informaticiens dans les hôpitaux, je suis sûr qu'ils sont frustrés, mais moi je veux le comprendre, parce que à moins que nous ne surmontions ces obstacles, nous ne réussirons pas. Il y a aussi l'aspect pratique. Par exemple, comment faire en sorte qu'une infirmière ou un autre professionnel de la santé se rende au foyer du patient. Est-ce que c'est notre modèle de prestation de soins? Ces éléments peuvent avoir beaucoup plus d'impact. Et je crois que nous nous concentrons sur un domaine dans lequel nous pouvons remporter des succès. Et on en revient à tous les éléments importants qui ont été cités. Avoir les bons partenaires au niveau de l'industrie, nous assurer qu'il s'agisse d'une véritable collaboration, réaliser des changements. Mais je crois que nous devons investir dans notre infrastructure de TI en santé.
Merci, Dr Forgani. Nous ne reflèterions pas notre époque si nous n'ajoutions pas une dernière ronde d'intervention sur la manière dont tout a changé à cause de la COVID. Donc 1 minute chacun pour commenter les changements que vous avez vus. Et puis nous allons ouvrir une période de questions de notre auditoire. De nombreuses questions ont été posées. Je devrais faire un tri. Nous allons combiner quelques-unes. Il y a eu un certain nombre d'observations ont été faites qui m'ont beaucoup interpellé. Comment pouvons-nous étendre la capacité d'IA, les capacités de l'IA à des données que nous ne possédons pas? Les déterminants sociaux de la santé, mes patients vont mieux lorsqu'ils arrivent à la clinique avec une personne qui les accompagne. Le docteur Forganian a parlé des soins à domicile. Il y a également la capacité d'avoir un plan d'action clair et d'éliminer certains de ces obstacles très simples, tout bêtes. Par exemple, savoir où et comment accéder aux services, surtout pendant la COVID. Donc la question à laquelle nous vous invitons de réfléchir, c'est le changement que la COVID a apporté. Nous devons utiliser des technologies mises au point dans l'IA, dans le secteur du camionnage, pour établir une équivalence entre les besoins de livraison et les disponibilités de camions. Nous avons réorienté ça en 6 semaines pour apparier les bénévoles qui sont prêts à livrer des repas à des personnes âgées dans la communauté. Donc ça, ce n'est pas de l'IA au futur, c'est de l'IA au présent. Une autre initiative avec laquelle nous travaillons dans nos partenaires, c'est l'idée des dons d'appareils. Un tiers des Canadiens ont un appareil qu'ils n'utilisent pas à la maison, qui a une capacité de vidéo que nous pouvons distribuer des organisations communautaires à des gens qui n'ont pas d'appareil. Les compagnies de télésanté proposent des licences pour payer l'accès. C'est la question de l'équité. Il s'agit de ne négliger aucun Canadien. Il est tellement important que nous améliorions le système. Alors, je vais demander à Marie Ackenhausen de revenir sur la vidéo, mais nous allons peut-être vous interroger, Dr Forgani, 60 secondes sur la manière dont les choses ont changé après la COVID. Bon, je vais en partie me répéter, mais la COVID a souligné la nécessité d'une adoption plus étendue de la technologie. Surtout quand il n'était pas sécuritaire pour la plus grande partie de la population de se présenter en clinique ou de subir des interventions. Donc, une fois que nous serons sortis de la crise, nous devons comprendre et investir dans notre infrastructure d'informatique de la santé. Cela peut être fait de façon rentable et pérenne si on s'intéresse aux résultats à long terme, mais pas seulement sur 6 mois. Merci. Mary Ackenhausen. Bon, si vous considérez les conditions de la réussite, les facteurs de réussite, bon, nous sommes des systèmes gros monolithiques, or nous avons pu, de manière agile, nous avons pu acquérir une agilité inusitée depuis 9 mois. Il y a certaines choses que nous avons réalisées très rapidement par rapport aux normes fixées dans la littérature sur les organisations. Pourrons-nous le faire avec l'IA? D'abord, nous avons été tout à fait alignés sur notre mission. Nous savions que notre mission était d'aplanir la courbe de la COVID. C'est ce que nous devions faire. Donc, nous nous sommes mobilisés intégralement pour cela. Deuxièmement, nous devions exécuter avec excellence. Beaucoup d'organisations de santé ont changé leur structure de direction essentiellement et sont passées à un mode de commande et contrôle, opération d'urgence pour accomplir la mission. Mais toute idée était une bonne idée. Donc nous avions eu de l'adaptabilité en même temps. Nous avons pu innover, nous avons pu renoncer à des innovations qui ne donnaient pas les résultats voulus, en proposer d'autres, le tout avec cet objectif commun d'aplanir la courbe. J'en parle beaucoup parce que je crois qu'on ne reconnaît pas suffisamment ce que nous avons bien fait pendant la COVID, ce que nous faisons bien et la nécessité de conserver cela dans l'avenir. Est-ce que la COVID sera une simple diversion par rapport aux grands problèmes comme l'IA, ou est-ce que ça aura été une opportunité d'apprendre à mieux gérer notre réseau afin d'être beaucoup plus concentré et d'accélérer les travaux importants qui vont accroître la qualité et la pérennité de notre système? C'est le point de bascule où nous sommes parvenus. Merci beaucoup. Dr Reznik, à vous, les changements attribuables à la COVID? Un confrère, membre de notre groupe de travail, Brian Rogers, a donné une causerie récemment sur le soin de santé. Il a cité le directeur des technologies de l'innovation et de l'éducation à l'UHN, selon qui
le potentiel de l'IA n'a pas été réalisé dans la lutte contre la COVID, au plan épidémiologique, au plan du diagnostic, également au plan pharmaceutique. Selon lui, c'était attribuable au défi de la préparation dans l'utilisation de ces outils. Pour bien exploiter les outils, nous avons besoin des sciences des données pour le développement et la validation. Nous avons besoin de sciences de la prestation, leadership opérationnel, soutien clinique. Nous savons tous que l'IA vaut ce que valent les données qu'on intègre dans ces algorithmes. L'un de nos grands défis, on peut le dire sans crainte d'être contredit, au Canada, c'est l'élaboration de bases de données cliniques pan-canadiennes intégrées qui n'existent pas à l'heure actuelle, mais qui jouent un rôle critique et qui doivent être facilement mises en œuvre, surtout en une époque de crise nationale comme celle que nous vivons à l'heure actuelle. Dr. Greenhill, vous êtes en sourdine. Ah, c'est moi qui étais en sourdine. Désolé. Donc, je disais que nous vous avons promis un point de vue équilibré, un débat. Nous pourrions envisager les éléments positifs qui ont été entraînés par la COVID et aussi sachant ce que nous aurions pu faire mieux. Donc, je vais inviter les autres panélistes à intervenir. Donc, Annette McKinnon, votre point de vue sur la manière dont les choses ont changé depuis la COVID. Au niveau positif, la COVID a accéléré le passage aux soins virtuels. Certains d'entre nous ont accès aux médecins de façon originale. Il faut se demander ce qui est arrivé aux patients qui faisaient partie de la diminution de 45% des visites aux médecins de famille en avril cette année. Certains d'entre eux font-ils partie de la forte augmentation de personnes qui se présentent aux hôpitaux avec des cancers? L'IA peut nous dire qui manque et quelles sont les caractéristiques communes qui échappent, qui passent à travers les mailles du filet. Je ne sais pas pourquoi on ne s'en dote pas en Ontario pour donner un accès en temps réel aux données sur la mortalité. De l'autre côté, on s'intéresse beaucoup aux soins de longue durée. Une personne sur 5 qui a contracté la COVID est morte et les autres résidents sont obligés à un isolement qui est fatal pour certains. Pourquoi ne pas utiliser l'IA pour gérer des problèmes actuels et menaçants? Que ferons-nous avec de la pandémie une fois que les baby boomers entreront dans la filière? Ce n'est pas une époque très chargée pour les établissements de soins de longue durée compte tenu de l'avenir. Or, il y a 35 000 personnes en liste d'attente, même alors que une personne sur 4, pas 5 sur 4, meurt. Je vois beaucoup plus d'annonces de foyers de retraite, personnellement. Donc, je crois que je ne vois pas comment on peut, de manière éthique, continuer de fonctionner sans apporter des changements au modèle existant de soins de longue durée. Docteur Carr, à vous, que voyez-vous donc dans l'Est du Canada et aussi les changements avec la COVID? La Nouvelle-Écosse a été l'un des gagnants du zéro cas. Comment avez-vous mis en œuvre ces mesures? Est-ce que l'IA a joué un rôle ou comment peut-elle jouer un rôle? Je crois que la région de l'Atlantique a bénéficié du fait que notre population est plus restreinte et notre étendue géographique est très vaste. Nous n'avons pas donc la même densité que bon nombre de nos communautés partenaires. Donc la notion de la bulle atlantique était une bonne idée pour nos médecins hygiénistes en chef et pour nos premiers ministres. Ils ont trouvé ça dès le début. Pour répondre à la question qu'est-ce que la COVID en ce qui concerne l'identification des opportunités d'IA, je dirais, à tellement d'égards. Peut-être que ce qui sera le plus tangible de mon point de vue, ce serait simplement que nous avons fait face à un défi qui nous a interdit de dispenser des soins face à face.
Donc nous devons utiliser la technologie intelligemment pour continuer de dispenser des soins. Nous avons eu beaucoup de difficultés, comme Mary l'a signalé, au niveau de nos ressources humaines en santé. Et cela va continuer après la pandémie. Comment pouvons-nous utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter, multiplier les ressources humaines dont nous disposons? Il y a tellement d'exemples où l'IA peut être utilisée, a déjà sans doute été utilisée. Par exemple, en pratique, je songe à la compréhension, la dynamique de la transmission, de la gestion et du dépistage des contacts. Je pense que nous avons sous-utilisé la technologie. Quand on regarde la façon dont on le fait de façon très humaine, à l'ancienne. Je crois ce serait une excellente occasion d'utiliser la puissance, pas nécessairement de l'IA intégrale, mais de l'apprentissage machine. Ça, c'est un autre bon exemple d'une situation dans laquelle nous avons été inquiétés par des préoccupations relativement il y a d'énormes possibilités pour nous. Et de façon très tangible, si nous avons la capacité d'utiliser la technologie pour gérer les contacts, le suivi, nous aurions sans doute pu réduire considérablement le nombre d'infections, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de maladies graves, le nombre de décès. Ça, c'est un argument très, très convaincant et je ne sais pas si on l'a vraiment fait valoir. Merci, Dr. Carl. Dr. Riesling, au niveau de la profession d'infirmière, au niveau de la Saskatchewan, au plein milieu du pays, qu'est-ce qui a changé au niveau de la COVID et en particulier au niveau de l'IA, soit à l'heure actuelle ou quant à l'adoption future? Bon, puisqu'on parle de technologie, je crois qu'il y a une leçon très importante que la COVID nous a apprise. Il y a tellement d'arguments très très importants ont été évoqués que j'ai rayé de la liste ceux que j'avais évoqués, mais il y en a un qui n'a pas encore été, c'est-à-dire la puissance de la communication et des messages, pour les cliniciens comme pour les patients, pour les Canadiens en général. Une communication et des messages clairs seront essentiels pour l'avancement collaboratif de cet avenir de l'IA en soins de santé. Nous avons vu ces défis, les défis de déficit d'information. Il y a déjà beaucoup d'idées fausses qui circulent au sujet de l'IA. L'IA dans la santé au Canada. Cela s'imbrique, s'enchevêtre avec toutes sortes d'autres messages très singuliers et très d'autant plus qu'il s'agit de plateformes qui fournissent de l'information aux Canadiens. Alors je crois qu'il s'agit de gérer ceci. Cela nous a donné d'excellentes lignes directrices sur la manière dont nous allons vouloir mobiliser les Canadiens face à un avenir de TI de façon concise et convenue d'avance. Et je crois qu'il y a un autre élément. Je dis toujours que il y a des années passées à faire progresser un dossier pour achoper sur obstacle après obstacle après obstacle. Tout à coup, tous ces obstacles, par magie, disparaissent, divine surprise, alors qu'il était urgent, essentiel que les soins virtuels surmontent ces obstacles à cause de la pandémie. J'espère que cela nous donne de l'audace lorsque nous commençons à nous retrouver face à ces mêmes obstacles pour dire, bon, la co-conception présente ses propres défis et est coûteuse, mais je crois qu'elle offre le pouvoir de vraiment livrer en ce qui concerne l'IA et les soins de santé. Nous ne devons pas nous arrêter à ces obstacles lorsque nous savons que nous pourrions profiter des opportunités qui existent maintenant de mettre ces systèmes en place pour créer ces fondations conçues de co-conception qui vont nous permettre de parvenir à cet objectif promis et radieux. Bon, très bien. Alors, dans quelques instants, je voudrais faire quelques observations. La nécessité de nous concentrer sur les expériences
de privilégier les idées locales, les mesures locales d'une part et d'autre part, un équilibre avec la nécessité de normes d'approche nationale. Comment pouvons-nous donner les moyens de l'innovation à l'échelon local, mais sans créer des systèmes, plutôt sans manquer de créer des systèmes pan-canadiens, alors que ces entretiens sont devenus des obstacles, puisque s'entendre au niveau pan-canadien, ou le défaut d'entendre au niveau pan-canadien ralentit le travail au niveau local. Alors donc, qu'en pensez-vous, avant que je ne donne la parole à Mary Ackenhausen? Observation très pertinente. Je ne prétends pas avoir une solution, mais il me semble que l'un des éléments de notre conversation aujourd'hui, ça a été le consensus sur le fait que nous avons besoin d'une approche pan-canadienne en matière de normes sur les données. Il y aura des éléments qui devront fonctionner au niveau pan-canadien, mais je crois également que nous devons aborder la question du point de vue de l'apprentissage, au niveau de la diffusion et de la montée en échelle. Nous devons créer de nombreux laboratoires différents partout au pays où nous apprenons des choses et nous devons le faire de façon intentionnelle, de manière à déterminer, bon, lorsque nous y retrouvons au niveau de l'échelle, afin de créer des mécanismes pour ce faire, afin de pouvoir accélérer donc notre apprentissage. Mais je crois que ce sera complexe et vous avez raison, Alexander Grenier. Historiquement, nous nous sommes laissés arrêter par des éléments qui n'ont rien à voir avec le soin des patients et nous devons avoir le courage et je crois que nous devons avoir la ténacité nécessaire pour surmonter cela. J'aime bien le retour du courage et de la ténacité. Mary Ackenhausen, à vous. Bon. Je crois que le docteur Carr a évoqué, avancé des arguments très convaincants. J'y ajouterai deux choses. Tout d'abord, nous n'avons pas, dans le passé, réussi à travailler de façon centralisée à l'échelle du Canada. Je crois que le moment c'est pas le moment de penser que ce sera différent, mais on peut se demander comment le pays peut conjuguer ses efforts. Ce serait au niveau de l'intégration des bases de données. Comment nous assurer qu'il y a des normes qui sont en place. Sinon, je crois que nous devons simplement nous lancer, au moins au niveau provincial, et aller aussi loin que possible. Il y a une chose qui pourrait aider, pas parce que nous avons nécessairement besoin d'argent. Moi, je me dis toujours, si c'est important, on n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement provincial ou fédéral vous donne l'argent. Vous devriez le faire de toute façon parce que c'est tellement important, vous pouvez réattribuer de l'argent d'autres budgets moins importants. Mais c'est utile d'avoir de l'argent en ce sens que cela signale l'importance, ça souligne l'importance de la tâche. Et personne ne dit que, bon, nous estimons que l'IA est importante et que toutes les provinces peuvent s'y lancer. C'est une conversation. Ce n'est pas une conversation que tout commence. Mais il y a peut-être des signaux que le gouvernement fédéral peut envoyer pour que nous puissions envisager l'avenir des soins de santé dans notre pays. Oui, selon certains rapports, à moins de créer un système d'apprentissage dans les soins de santé qui peut nous permettre d'améliorer rapidement les choses, nous serons bloqués. Alors très rapidement, deux autres questions. L'une porte sur l'idée d'un système d'apprentissage et de l'expérimentation par rapport à la nécessité pour nous d'avoir des données probantes avec des études à groupe témoin. Docteur Forgani et Dr Reznik, d'après vous, quel est l'avenir de la science dans la publication par rapport à des perspectives juste à temps qui sont proposées avec l'IA? Ah voilà, ce sont des appareils médicaux. Parfois, je m'inquiète quand on crée une appli non validée et commence à l'appliquer dans la clinique. Je crois qu'il faut appliquer les mêmes normes que nous utilisons pour d'autres appareils médicaux. Et pour être honnête, je crois que nous avons beaucoup à apprendre de l'industrie pharmaceutique qui a appris bien des années qu'il faut qu'ils normalisent leur processus. Mais il faut également
que nous nous concentrions sur les diagnostics. Bon nombre des incommodités de système de santé sont reliés à des processus. Or, ces processus, l'amélioration des processus est beaucoup moins réglementée. Donc, dans la prestation des soins, on ne devrait pas se concentrer pas simplement sur les choses qui sont sexy, les diagnostics radiologiques, mais sur ce qui facilite la vie aux patients. Je devrais commenter le dernier point. J'aime beaucoup l'idée de normes pan-canadiennes. Je crois qu'il faut habiliter l'échelon local. Et il incombe aux médecins qui sont dans une position très privilégiée, qui ont beaucoup d'influence sur la politique de santé, de revendiquer le changement, même si c'est gênant. Sinon, d'autres perturbateurs vont venir et le faire. Et moi, je les accueille avec ça parce que mes enfants auront besoin de soins de santé. Donc, je crois qu'ils devront continuer d'être leaders, non seulement au niveau médical, mais enfin au niveau global. Un rapide suivi, Dr. Resnick. Bon. Je ne crois pas que les deux questions s'excluent mutuellement, nécessairement. Je crois que ce serait un drame national si nous ne tirons pas parti des brillantes ressources en IA que nous avons au pays. Nous avons parmi les meilleurs du monde. Mais ce que nous n'avons pas, c'est une stratégie pan-canadienne et un investissement pan-canadien approprié. Je comprends la nécessité d'initiatives locales, nous en avons beaucoup, mais je crois que ce qu'il nous faut aujourd'hui le plus, c'est, pour citer un ancien ministre de la Santé, il ne faudrait pas que nous soyons un pays de projets pilotes. Nous avons besoin d'objectifs nationaux, bien financés, bien soutenus, audacieux, et qui tirent parti des talents. Et je crois de la volonté de notre communauté clinique d'établir des partenariats avec nos spécialistes pour élaborer des stratégies qui fonctionneront pour nos patients. Bon, le dernier mot aux patients. Je vois une question d'Anne-Marie Corker. Annette, pourriez-vous peut-être commenter la perspective des patients? Vous avez tellement de formulaires où il faut répéter constamment l'information. Qu'est-ce que vous souhaitez? Un profil qui peut être utilisé pour les rapports. Attendez. Oui, des formulaires de données, des formats de données normalisés, des dossiers de santé électronique qui sont compatibles. Si tout le monde avait accès au même dossier, si les patients avaient un rôle dans la conception, avec nous ayons une brève historique de nos antécédents, fait que le patient ne soit pas obligé de passer 40 pages, nous aurions fait beaucoup de chemin. Je voudrais avoir une initiative en vue de créer un dossier de santé simplifié, commun, lisible. Par lisible, je veux dire lisible dans différentes régions du pays et dans différents endroits. Donc une interopérabilité totale et avec un système de santé, même s'il est fragmenté en 12 instances, nous devrions y parvenir. C'est là l'une des forces du Canada. Bon, eh bien, nous sommes sur le point de conclure. Je crois que nous pouvons continuer cet entretien. Nous pourrions la poursuivre pendant de nombreuses heures. Et nous allons vous envoyer les liens avec les diapositives du webinaire et d'autres contenus. Il ne s'agit que du début d'une conversation. Nous en aurons beaucoup plus au cours des quelques mois à venir. Merci beaucoup à tous les panélistes qui ont pris le temps de se préparer et de partager leurs réflexions. À vous, Christine. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci donc d'avoir exposé le contexte. L'importance de la co-conception dans les partenariats. C'est un élément très important. Et je me dois de reconnaître les collègues des organisations de santé pan-canadienne, l'ICIS et à l'Inforoute, qui ont étudié également ces questions très importantes pour montrer donc l'interconnexion et la complexité. Également, à nos panélistes, merci d'avoir souligné l'importance de l'impératif du leadership. Je crois que c'est le docteur Carr qui a évoqué le courage de créer cet environnement d'apprentissage, cet environnement d'apprentissage sécuritaire. Comme vous l'avez dit, Dr. Greenhill,
nous ne faisons que commencer, nous pourrions continuer longtemps. Je voudrais vous inviter à participer au mois de janvier, déjà 2021. Le 19 janvier, nous aurons un autre webinaire sur ce thème, les réflexions et les leçons que nous avons acquises dans la mise en œuvre de l'IA dans le secteur de la santé du Canada, présenté par des adopteurs précoces et des innovateurs. Donc, aidez-nous à apprendre comment nous pouvons offrir ces opportunités de manière encore plus utile. Prenez quelques instants, s'il vous plaît, pour répondre à une ou deux questions. Et encore une fois, merci à tous nos panélistes et à vous, nos participants. Voici qui conclut notre webinaire.